Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour Monsieur Sabki, bonjour à notre public. Merci d'avoir accepté notre proposition de participer après plusieurs mois d'absence et vous étiez parmi les premiers qui ont ouvert le débat sur l'état de lieu de l'islam et aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau de faire une proposition qui s'appelle la boîte à idées pour la gestion de l'islam de France. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Karim Ifrak est chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, CNRS, docteur de l'école pratique des hautes études à Paris. Il est spécialiste de l'histoire intellectuelle et de la vie de la pensée dans les mondes musulmans. Il est également codicologue et porte un grand intérêt à l'islam, à l'histoire du Mus'haf al-Karim, les livres coraniques. Chercheur invité à l'Institut catholique de Paris, il est également membre de plusieurs sociétés savantes de groupes de recherche internationaux, le GRC, le Théologium pluriel, Royal Asiatique, c'est ça, et société, est appelé à contribuer sur des thématiques lié à l'islam, conférencier, il intervient en France, en Europe, au Maghreb et au Moyen-Orient. Karim Ifrak travaille à la rédaction de son prochain livre, Le Coran de l'oral à l'écrit, l'histoire d'un livre né sacré. C'est Karim, c'est un honneur pour nous d'avoir un franco-marocain de telles compétences pour parler sur un dossier qui nous tient à cœur, le dossier de l'islam de France. Et ma première question, pouvez-vous nous donner un bref aperçu sur l'état actuel de l'islam en France? En fait, très modestement, on pourrait dire que le minimum que l'on peut affirmer est que l'islam en France vit une crise sans précédent. Au vu de la violence qui a endeuillé la République, de l'image de plus en plus négative dont il est la proie, et de la crise au niveau organisationnel qui le structure. Et à travers cette dernière, on peut facilement affirmer qu'elle remonte déjà à ses premières heures de tentatives de structuration. Afin de mieux schématiser mes propos, je dirais que ce mal-être qui handicape la bonne marche de l'islam en France se concentre à deux niveaux. Le premier, il est au niveau organisationnel et le deuxième concerne le niveau conceptuel. Alors, concernant le premier, nous savons tous que le CFCM, qui est l'organe officiel de la représentation de l'islam en France, souffre d'un gros déficit de représentativité. Ça a été dit, ça a été reproché. Car hormis les fédérations historiques qui le composent, la majorité des 5 millions de musulmans en France ne se reconnaissent pas en lui et ne lui reconnaissent aucune autorité ou légitimité. Et pour cause, le CFCM est victime d'un problème anachronique. Depuis qu'il a vu le jour, c'est-à-dire depuis ses premières heures de fondation, rien n'a jamais bougé dedans. Ce sont toujours les mêmes qui y siègent, négligeant les différentes dynamiques sociales qui animent l'espace français. J'entends par là la montée d'une nouvelle génération de musulmans français qui ne se reconnaissent ni dans le discours, ni dans les actions d'un CFCM foncièrement consulaire. Le CFCM ne veut pas admettre cette vérité, que l'islam en France est condamné à céder la place à l'islam de France. Il faut savoir que 2/3 des musulmans en France sont français et que dans une décennie, voire au maximum 2, tous ceux qui sont aux commandes aujourd'hui
finalement aucun. Ce qui signifie que si rien n'est fait dans ce sens, on n'a plus qu'à imaginer le pire. Cette rupture entre le CFCM et les musulmans en France et de France, on peut la constater par le fait que c'est à peine 7% qui se rendent de façon plus ou moins régulière dans les lieux de culte. Ce qui signifie que la majorité écrasante se trouve ailleurs et que le CFCM n'est pas outillé pour entrer en dialogue avec elle. Maintenant, concernant le niveau conceptuel, il est une idée galvaudée, à savoir que le CFCM est le représentant officiel de l'islam en France. C'est complètement infondé. Le CFCM ne représente que les lieux de culte. Et la différence, elle est énorme entre représenter un lieu de culte et représenter l'islam en France. Donc le CFCM, il ne représente ni l'islam ni les musulmans. Ce qui signifie que le CFCM est construit sur les bases d'une entreprise sociologique et non théologique ou culturelle. C'est pourquoi le CFCM ne se prononce jamais sur les questions culturelles, vu qu'il n'en a pas la légitimité. Cette incompétence d'ordre théologique et juridique se traduit par le fait que les musulmans ne le voient comme une institution d'autorité, mais uniquement comme la vitrine d'un islam consulaire dont ils se désintéressent complètement. Maintenant, si on veut conjuguer tout ça, faire un résultat à travers ces différentes réalités que nous venons de citer, à savoir une représentativité partielle et limitée, des fédérations gérées par un islam dit consulaire, aucune compétence théologique, mais uniquement sociologique, et vous comprenez très très vite que l'on n'est pas prêt de sortir de la crise, malheureusement. Ben justement, ce que vous êtes en train de dire a été dit lors du fameux iftar qui a été organisé par le CFCM et la parole de M. le Président Macron qui a parlé d'une manière ouverte comme quoi le CFCM ne représente pas la totalité des musulmans. Il n'a pas l'unanimité. Donc, ce qui me pose, c'est qui m'amène à ma deuxième question. Que pouvez-vous nous dire sur cette initiative, ce projet de réforme, Monsieur le Président Macron? Écoutez, pour être parfaitement sincère, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui filtre sur cette question, hormis quelques maigres informations qu'on peut trouver un petit peu à droite et à gauche. Mais cette absence d'information trahit une réalité quand même. Elle laisse entendre que la prospection n'est pas encore achevée, au vu des nombreux inconnus qui émaillent ce projet. Et comme vous le savez, le dossier de l'islam en France est à la fois complexe et sensible, de par les nombreux acteurs qui sont aux commandes et des conflits d'intérêts qu'on oublie souvent, des conflits d'intérêts qui les opposent les uns aux autres. Et que cela donc requiert la plus grande prudence. Également, il y a un aspect politique à la question. Monsieur Macron sait parfaitement qu'il ne peut pas s'offrir le luxe de se louper sur ce dossier. Tant il compte, je parle du dossier de l'islam en France, tant il compte désormais au nombre des dossiers majeurs traités par l'État. Également, ne perdons pas de vue que le quinquennat du président sortant a été en partie gâché à cause du dossier islam, notamment à travers les différents attentats qui ont endeuillé la République, commis contre toute attente par ses propres enfants. Ça a été un choc énorme, une violence sans précédent qui a levé le voile sur un iceberg insoupçonné
de radicalisation au sein des communautés musulmanes de France. Vous savez, on a beau répéter que cette violence n'est pas l'islam. Très bien. Mais on ne peut pas dénier une autre vérité. C'est que les acteurs de cette barbarie se disent musulmans et affirment également l'avoir fait selon les préceptes de l'islam. Et c'est ça, malheureusement, que l'opinion publique en France a retenu. Ce qui a fini par provoquer une espèce de psychose sociale, une espèce de tension alimentée encore et encore par les populistes et par les autres extrémistes en tout genre. Pire encore, lorsque la société française découvre que la radicalisation ne touche pas uniquement les djihadistes, que l'on compte malheureusement par centaines, qui sont partis, qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie et ailleurs. Ce sont des centaines de djihadistes français. Et que donc cette radicalisation ne les touche pas exclusivement, car on a découvert que la radicalisation touche également les grandes entreprises, l'armée, la police et j'en passe. Pour résumer, si vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas rester insensible aux inquiétudes exprimées par la société française, et qu'il est donc de votre devoir de régler le problème au mieux et dans les meilleurs délais. Vous savez que longtemps, cette mission a été octroyée de façon directe ou indirecte au CFCM et à l'islam consulaire. Résultat des courses, l'échec a été inscrit à tous les étages. Alors, au lieu de laisser la gangrène se propager, le gouvernement compte prendre le taureau par les cornes. Il n'a pas l'intention de vivre un nouvel échec qui risque de faire basculer la France dans des débordements que personne ne veut voir surgir. Vous savez, la confiance, c'est bien, et surtout que le chantier est énorme parce qu'il concerne l'organisation de l'islam en France, qui n'est pas une mince affaire. Il concerne la formation des imams, dont on entend parler beaucoup, mais qu'on a beaucoup de mal à solutionner. Ça concerne également la transparence sur les questions financières des lieux de culte. Ça concerne la radicalisation. Ça concerne la laïcité, etc., etc. Ce sont là donc autant de dossiers sur lesquels la présidence devrait se pencher, et ça n'est pas gagné. Bah, écoutez, donc, quoi qu'il arrive, donc, il y a déjà une ouverture d'un chantier, il y a un deadline qui a été donné, donc, on parle du premier semestre de 2018, hein, donc, reste 3 ou 4 mois, et pour ça se termine ce premier semestre. Il s'agit d'un président jeune qui est dynamique, hein, donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc, il faut vous donner un petit peu de temps, comme il a été dit avec les autres intervenants. Il y a un réel travail. C'est vrai, la tâche est compliquée, hein, et complexe vu les inconnus qui sont dans cette équation, mais encore mieux les paramètres qui peuvent influencer telle ou telle décision. Ce qui m'amène à une troisième question, si vous le permettez. À votre avis, la réouverture de ce dossier de l'islam en France annonce-t-il la fin des fédérations nationales historiques? Écoutez, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, car pour la simple raison que si les fédérations historiques présentent un certain nombre de démérites, elles ont au moins le mérite d'exister. Mais je pense également que la balle est dans leur camp et qu'elles doivent faire preuve d'imagination et de réaction dans le bon sens. À commencer par tourner la tête vers l'avenir et non plus le passé. Ce qui implique qu'elles doivent rajeunir leurs troupes et donner plus de chance au niveau de la gouvernance
aux nouveaux arrivés qui ont de réelles compétences. Car si dans le fond, les choses vont mal, c'est parce que, on l'a remarqué, on l'a dit souvent, ce sont toujours les mêmes qui sont aux commandes. Et puisqu'ils sont aux commandes depuis toujours, ils ont comment dire, la responsabilité de nous expliquer pourquoi les choses vont mal. Parce que, on peut leur citer à titre d'exemple, la crise de l'islam en France, qui est de plus en plus grande. L'image de l'islam en France qui est de plus en plus négative. Le fait également que la grande majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans ces fédérations et refusent d'y adhérer. Le fait également que la majorité de ces fédérations ne s'occupent que du volet cultuel et délaissent tous les autres aspects de la vie du musulman qui ne se résument pas forcément à l'aspect purement religieux. Également, on peut leur reprocher la mauvaise image que ces fédérations véhiculent au sein des communautés musulmanes. Et ce sont là quelques aspects qui nuisent à la vie des fédérations et qui risquent de leur coûter cher sur le moyen terme. Maintenant, d'un point de vue pratique, on peut se poser la question suivante. Finalement, quelle valeur ajoutée ces fédérations ont-elles apporté aux musulmans de France en général ou à l'islam de France en particulier? La réponse, malheureusement, c'est que elles n'ont rien fait, absolument rien. Et on peut en débattre autant que vous voulez. Parce que si on commence par le fait que les mosquées, ce sont les musulmans de France qui les ont construites et non pas les fédérations. Les fédérations ne mettent pas la main à la poche pour sortir de l'argent et construire des mosquées. Ce sont les musulmans qui l'ont fait. Et si on regarde les autres dossiers importants qui touchent à la vie du musulman en France, on se rend compte également que rien n'a été vraiment fait. Beaucoup de dossiers ont été ouverts, mais quel est le résultat de tout ça? Pas grand-chose. Et je pense bien évidemment à la question des carrés musulmans, c'est-à-dire les cimetières. Les cimetières qui sont un synonyme très fort du passage de l'islam en France à l'islam de France. Parce que lorsque vous avez des personnes qui veulent être enterrées ici, cela signifie quoi? Que leur attachement à la terre adoptive est devenu très important. Si vous revenez 30 ans en arrière, la majorité des musulmans en France décidaient de se faire enterrer dans leur pays d'origine. Les choses actuellement changent. Et ce changement, il est très significatif. Ça, si on prend également la question du pèlerinage, c'est un vrai désastre. Tous les ans, il y a des problèmes à n'en plus finir. Ça veut dire que depuis 40 ans que le pèlerinage est organisé depuis la France vers l'Arabie Saoudite, et depuis 40 ans, on est toujours dans les mêmes problèmes et dans les mêmes conflits qui n'en finissent jamais. Une autre question, celle du halal. Vous savez que la recette du halal en France, elle est autour de 5, 6, il y en a qui disent jusqu'à 8 milliards d'euros, rien qu'au niveau du halal, d'accord? Mais ça veut dire que la part de cette viande consommée par les musulmans en France, elle est énorme. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a eu des enquêtes qui confirment que ce halal, il ne l'est pas. Qu'il n'y a même pas 1 kilo de halal en France. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je peux vous le confirmer, Monsieur Karim, si vous le permettez. Je peux vous le confirmer. Chose qui a été confirmée par Monsieur Bernard Godard le jour où on a parlé de ce dossier. Et il l'a dit. Et vous le savez qui c'est Monsieur Bernard Godard. C'est Monsieur. Donc c'est quelqu'un qui est un fin connaisseur de dossier.
Justement, on est vraiment de ce qu'on appelle l'arnaque du siècle. Ah mais complètement. Et ça veut dire que là, il y a des questions à poser. Si on quitte le halal et qu'on regarde le dossier de la formation de la langue arabe, c'est un vrai désastre aussi. C'est un produit qui est utilisé non pas pour soutenir les communautés musulmanes à rester en lien fort et à entretenir ce lien avec la langue arabe, ben non, les intentions sont ailleurs, c'est-à-dire que c'est devenu une entreprise qui est là uniquement pour générer de l'argent. Et lorsqu'on regarde la qualité de ces programmes de formation, ils sont catastrophiques parce que la majorité de ceux qui se disent enseignants dans ces lieux de formation de langue arabe, eh ben, ils n'ont même pas le niveau. Donc ça veut dire, ça pose également des questions. On laisse de côté la langue arabe et on va sur le dossier de la formation des imams. Alors là, je crois que c'est un gouffre. C'est un gouffre. Il n'y a même pas besoin de parler de ça. Et c'est tellement grave que le gouvernement, il s'en est saisi dans son projet de déradicalisation. Vous imaginez un petit peu les filigranes que ceci touche. On va quitter la formation des imams et on tombe tout de suite dans la question de la radicalisation galopante. La radicalisation galopante qui provoque par ricochet un autre problème, un autre extrémisme galopant, c'est l'islamophobie. La radicalisation et l'islamophobie, ce sont dans le fond des jumeaux qui avancent en même temps, mais dans le sens opposé. On peut citer également le désintérêt total de la part des musulmans de France vis-à-vis des actions de ces fédérations. Et la liste, elle peut être encore beaucoup plus longue. Pire encore, lorsque vous vous rendez compte que la seule institution qui essaye de communiquer sur l'islam, qui essaye de redorer son blason, qui essaie de montrer un petit peu tout le rayonnement civilisationnel, intellectuel de l'islam, c'est la Fondation de l'Islam de France, qui est dirigée par un non-musulman. Vous imaginez ce que ça veut dire? Qu'il faut qu'on fasse appel à un non-musulman pour pouvoir nous présenter des projets culturels de grande qualité sur l'islam en général et l'islam en France et de France en particulier. C'est quoi la raison, Karim, pour ce choix? Parce que le président de la République, apparemment, elle a mené énormément de consultations pour qu'il nomme quelqu'un, mais apparemment, il en veut pas. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur ça? Vous savez, les absents, ils ont toujours tort. Les absents, ils ont toujours tort. Voilà. Si le président de la République, il a cherché à mettre à la tête de cette fondation des non-musulmans et que finalement ces derniers se sont désistés, alors ils n'ont plus droit à la critique. Ils ne peuvent plus que subir et laisser faire celui qui passe donc par rapport à leur désistement pour quelqu'un qui a plus de compétences. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Maintenant, si vous permettez, je voudrais juste finir une petite idée par rapport à votre question. Oui. C'est que si on veut rester pragmatique, la République n'a pas les moyens non plus de marginaliser les fédérations existantes tant qu'elle n'a pas une solution de rechange. Mais il ne faut pas non plus croire que ça va se faire au détriment de la qualité. Monsieur Macron, comme il a bien fait comprendre, il prône le renouveau et la France en marche est là pour le rappeler. Ce qui signifie que la nouvelle France ne peut plus se permettre de continuer à collaborer avec des acteurs qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui continuent fort regrettablement à réfléchir sous tutelle. Et là, on n'a plus qu'à dire, il nous reste plus qu'à dire que demain est vite arrivé. Demain est vite arrivé. Justement, lors de ma troisième question, vous avez évoqué un grand nombre
Un grand nombre d'anomalies, hein, donc sur un grand nombre de dossiers qui représentent l'échec total de ces institutions. Mais jusqu'à maintenant, on parle un petit peu de la gestion, on parle de ces réformes et on ne parle pas de financement. Pourquoi? Alors là, vous avez parfaitement raison. On entend beaucoup parler de réforme, de volonté d'organisation, mais on ne nous dit pas combien ça va coûter et où est-ce qu'on va aller chercher ce financement. Hein. Pourtant, chacun sait que le financement, c'est le nerf de la guerre. Ce qui signifie que tôt ou tard, cette question va se poser. Surtout qu'elle renvoie à la réalité des financements étrangers. Car qui dit financement étranger, dit islam qui échappe au contrôle et donc source de surprise pour ne pas dire autre chose. Maintenant, en parlant financement, quelle serait la valeur approximative de cette facture? C'est un peu difficile à dire. Autrement, parce qu'on va essayer quand même de donner quelques chiffres. Si on prend uniquement le cas des imams et qu'on laisse de côté les autres postes budgétaires, quel serait donc le coût de ces derniers? Vous savez, si on fait un petit calcul sur la base des 2500 mosquées qui émaillent le territoire français, cela signifierait que on a sous la main, théoriquement bien sûr, 2500 imams qui vont toucher un salaire mensuel de 1200 ou 1300 euros, voire même plus, pendant une année. Alors si on fait ce calcul assez simple, assez basique, on se retrouve rapidement avec la coquette somme de 35 millions d'euros qu'il va falloir débourser tous les ans. Très bien. Maintenant, si vous regardez de près la réalité du terrain, vous vous rendez compte qu'une mosquée à temps plein est un petit peu comme l'État. Le culte, il ne dort jamais. Ce qui signifie qu'il va falloir doubler l'effectif. Je veux dire par là que lorsque vous avez un imam dans une mosquée qui doit passer sa journée du matin jusqu'au soir, c'est quelque chose qui est faisable, qui est possible en théorie, mais au niveau du droit du travail en France, c'est complètement impossible, c'est interdit. Ce qui signifie que chaque mosquée, elle devra avoir au moins un remplaçant. deux postes pleins d'imams. Ce qui veut dire que les 35 millions que nous avons comptés à la base, il faut les doubler et ils vont atteindre 70 millions tous les ans de salaire rien que pour les imams. Maintenant, si à côté des imams, il vous faudra compter, additionner les salaires des imams de vendredi, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui conduisent la prière toute la journée. Vous rajoutez à ça les directeurs de mosquées. Vous rajoutez à ça les frais courants et les faux frais. Eh ben, on peut facilement arrondir autour de 100 millions d'euros tous les ans. Est-ce que vous pensez que l'État, surtout nous sommes en temps de crise économique, sera prêt à mettre la main à la poche pour financer un culte qui en plus est mal vu par la société française? Franchement, je ne crois pas. Et combien même il voudrait le faire, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que l'État est laïque. La République française est religieuse. Karim, il y a une solution alternative que vous venez de l'évoquer, qui est de taille. Vous avez parlé de l'argent, de la viande halal. Vous parlez vous parlez aussi de pèlerinage. Pourquoi pas de réorganiser avec une taxe, j'en sais rien, il n'y a que l'État qui peut l'organiser, et à partir de là, aussi l'autofinancement. Vous savez,
l'État, il est parfaitement conscient de cet écueil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas financer un culte et délaisser un autre, parce que si la République s'engage à financer le culte musulman en France, elle devra s'engager à financer le culte bien sûr. Catholique, Judaïque, juif, bouddhiste, et même laïque, même si c'est pas un culte. Et on a toujours le risque que demain, on voit arriver des mouvements et des organisations qui se prétendent être cultuelles. Donc il va falloir les financer également. Bon, si on laisse de côté tout ça et qu'on regarde un petit peu les pistes qu'a essayé de voir un petit peu le gouvernement sur la question du financement à travers le halal que vous venez de citer ou le pèlerinage. Eh ben, tout simplement, lorsqu'on fait les calculs, les recettes, le 1% dont on a parlé par rapport au halal ou au pèlerinage, déjà c'est compliqué à mettre en place. Et puis, il va falloir prouver que ces recettes viennent du halal, parce que le dossier, il est très, très hermétique, hein, là-dessus. S'ils ouvrent ce dossier, ils vont ouvrir la boîte de Pandore. Et donc, lorsqu'on fait les calculs rapidement, ben, on se rend compte que même avec le 1% du halal et du pèlerinage, l'État ne couvrirait pas les 100 millions d'euros nécessaires pour l'entretien du culte musulman en France. Et quand je dis 100 millions, je reste quand même assez modeste, hein, parce que c'est sur la base de 2500 mosquées, alors que nous savons parfaitement que très bientôt il va y avoir pas loin de 3000 mosquées en France, et nous sommes en 2018. Il faut penser combien de mosquées il va y en avoir en 2030, en 2050, etc., etc. Il faut le prendre en compte. Maintenant, la question du financement, elle pose une problématique beaucoup plus complexe. Trouver l'argent, déjà, c'est très difficile. Mais maintenant, il va falloir répondre à la question suivante, c'est comment compte l'État procéder pour distribuer cette manne financière? À quelles conditions? Est-ce qu'elle va donner encore cette charge aux fédérations qui vont s'occuper de distribuer cet argent, avec des risques énormes de discrimination, de favoritisme et autres dérives? Ce sont là ce sont là des questions très importantes, parce que si vous donnez cet argent à un tuteur qui s'occupe de le distribuer, qu'est-ce qui me dit que finalement il ne le distribue qu'à ses amis? Il ne le distribue qu'aux gens avec qui il va pouvoir collaborer, ce qui veut dire qu'avec cet argent, il va gagner en pouvoir et il va gagner en notoriété au détriment des plus faibles. Exactement. Et là, ça serait, pour résoudre un problème, créer un autre. Justement, M. Karim, parce que là, il me reste presque 8 minutes avant la fin de l'émission. À travers votre intervention, vous avez évoqué un grand nombre d'anomalies. Qui sont réelles, qui sont palpables, hein, donc tout le monde les constate. Ma question est simple. Avez-vous des propositions dans le cadre de la boîte à aider pour s'en sortir de cette crise, quelque part? Écoutez, très, très modestement, hein, parce qu'on ne veut pas non plus être des donneurs de leçons ou prétendre qu'on a la solution ou de connaître la vérité. Mais il serait possible de proposer quelques pistes. Je dirais que il faudrait absolument réfléchir à une nouvelle ingénierie organisationnelle qui soit inclusive. C'est important. Il faut qu'elle soit inclusive et non exclusive, et afin de pouvoir prétendre à une réelle et complète représentativité, sans passe-droit ni marginalisation. Je pense également qu'il est grand temps d'abandonner le principe du mètre carré
qui exige qu'un lieu de culte doit avoir au moins 300 mètres carrés pour exister administrativement, pour avoir cette voie qui lui donne droit d'accès au CFCM. Très franchement, je pense que cette idée est complètement absurde, comme si, dans le fond, une mosquée qui n'a que 250 mètres carrés ou 280 mètres carrés, elle et ses fidèles, ils comptent pour du beurre. C'est vraiment incroyable d'avoir pensé à cette méthode de travail. Je pense également, parmi les quelques pistes qu'on peut proposer, qu'on pourrait faire, que l'État devrait faire le maximum pour entendre l'avis des 5 millions de musulmans qui sont en France. Bien évidemment, c'est un peu utopique de dire qu'on va entendre les 5 millions, c'est pas possible. Mais il faudrait quand même mettre en place des outils qui permettraient de connaître l'avis du maximum possible. Ça c'est une question qui est importante. Il faut également, je pense, consulter les intellectuels et les spécialistes musulmans en France. Il est complètement inadmissible que l'on se repose uniquement sur les avis de gens qui sont sans expertise, voire parfois sans instruction, et que l'on délaisse une élite capable d'apporter une réelle valeur ajoutée. Également, je pense qu'il faut prendre, et ça, c'est un point qui me semble très important, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le volet théologique de l'islam de France et ne plus le traiter uniquement que par son volet sociologique. Cette approche ne répond qu'à une partie du problème. Et on l'a vu, ça fait 40 ans que l'organisation de France, de l'islam en France, à travers le CFCM, se débat et s'enlise sans jamais trouver de solution, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CFCM ne considère que le musulman sociologique et ne s'intéresse pas du tout à son aspect théologique et culturel. Et bien évidemment, je pense qu'il faut mieux former les imams et les pousser. Il faut les pousser à s'engager dans un vrai dialogue social avec les autres France. Il faut qu'ils s'ouvrent sur la France, parce que l'islam n'est pas le seul sur cette planète. Il faut qu'ils le comprennent quand même un petit moment. Il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut que l'islam en France rompe avec son isolement et le renfermement dont il est regrettablement l'otage. Je pense qu'il est grand temps de passer à autre chose. Nous sommes en 2018 et il faut s'ouvrir sur le monde et arrêter de regarder le monde à travers le passé. Voilà. Merci infiniment, cher Karim Ifraq, de cet éclairage. Il faut bien rappeler qu'il s'agit d'un islamologue franco-marocain de renom, connu sur la scène internationale. Merci infiniment par rapport à ce décryptage et en même temps ces propositions qui, je l'espère, auront une oreille fine, qui vont l'écouter et la diagnostiquer, comme ça a été le cas avec les autres intervenants, soit M. Obro, soit M. Konissa, soit M. Virnoquet. Merci infiniment et on va continuer durant plusieurs semaines à faire intervenir nos intervenants qui sont passés avant, depuis octobre 2017, d'avoir leur avis, des propositions dans le cadre de cette démarche qui est une démarche citoyenne, bénévole et libre. Merci M. Karim Ifraq et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.